Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre journal que nous débuterons en Italie avec les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Après sa 31e place de la descente à Bormio, Arnaud Alessandria est désormais pleinement concentré sur son Super G. Il nous livrera ses impressions. Après une tournée en Espagne, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était de retour sur la scène de l'Auditorium Régnier 3, avec à l'honneur Beethoven, Haydn et Bach, et en soliste Thierry Hamadi. Dans ce journal également, les 20 ans des Sérénissimes de l'humour. Issa Doumbia lancera les festivités avec son tout nouveau spectacle Monsieur Doumbia, où il se livre comme jamais. Il sera notre invité ce soir. Et puis nous parlerons de ces guides cultes qui vous ont peut-être accompagné en tant que parent. J'attends un enfant et j'élève mon enfant connaissent une version actualisée grâce à la petite fille de Laurence Pernoud, Clémence. Elle nous dira tout dans ce JT. Les Jeux Olympiques de Milan-Cortina ont été lancés vendredi dernier de la plus belle des manières avec une cérémonie d'ouverture unique. Depuis, les épreuves s'enchaînent sur les différents sites de compétition. Après sa 31e place de la descente à Bormio, Arnaud Alessandria est désormais pleinement concentré sur son Super G. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Émilie. Vous sortez d'une journée d'entraînement. Comment ça va tout d'abord ? Ça va très bien, oui effectivement, aujourd'hui on a fait une journée d'entraînement en Super G pendant que les copains faisaient le combiné par équipe et on a eu des bonnes conditions, je me suis bien mis en jambes pour le Super G de mercredi. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Les sensations sont bonnes, les conditions sont idéales à Bormio ? Les sensations sont assez bonnes, les conditions sont idéales, c'est assez dur, c'est bien glace la piste. Et il y a pas mal d'ondulations sur la piste, donc ça tape un peu. Mais oui, ils ont préparé une très belle piste. Alors on va revenir sur votre descente de samedi dernier. Vous avez terminé 31e. On a pu le voir un peu de déception sur votre visage à la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, à tête reposée, quel est votre sentiment ? Oui, sur le coup, un peu déception. Ben, on reste quand même des compétiteurs, donc on veut toujours mieux. Mais avec le recul, en discutant avec les coachs, ils m'ont tous dit, rappelle-toi où t'étais il y a 5 mois. Donc c'est vrai que quand on prend du recul là-dessus et qu'on met ça en perspective, c'est sûr que ça reste une bonne descente. Après, oui, on veut toujours faire mieux. Mais vu là où j'étais il y a 5 mois en centre de rééduc, c'est sûr que c'est une bonne descente. On le précise à nos téléspectateurs, vous avez été opéré du dos et il y a 5 mois, vous étiez en pleine rééducation. C'est ça exactement. J'ai eu 2 opérations du dos en l'espace de 6 mois, donc et une saison blanche l'année dernière. Donc oui, j'ai traversé pas mal de galères, mais aujourd'hui physiquement tout va bien, donc c'est cool. Et tout va bien pour être prêt mercredi pour le Super G. Encore une épreuve rapide, hein. Oui, encore une épreuve rapide. Je pense que les vitesses max qu'on va atteindre, ça va être aux alentours des 130-140 km/h. Donc oui, ça va aller vite. Et on va finir de se préparer encore demain pour arriver au mieux et se livrer à 100% sur cette dernière course pour moi des Jeux Olympiques. Et quels seront les ingrédients à avoir pour performer ? Vous avez déclaré samedi à l'issue de votre descente avoir peut-être été un peu trop sage. Est-ce que là, il va falloir y aller à fond, rentrer dedans ? Ouais, j'étais un peu trop gentil, un peu trop respectueux de la piste. Et oui, pour mercredi, il va falloir un peu moins respecter la piste, être un peu plus agressif et réussir à lâcher les chevaux. C'est une piste exigeante, la piste du Stelvio ? C'est une piste qui est très exigeante. Tout le monde s'entend pour dire que c'est la piste la plus dure du circuit de la Coupe du Monde. Donc oui, c'est une piste exigeante et justement, il faut pour réussir à bien la skier, s'engager à 100% et vraiment tout donner. Vous êtes fixé un objectif, Arnaud ? Non, c'est pas fixé d'objectif. Enfin, si, on s'est fixé un objectif, ça va être vraiment de se livrer à 100%. On fera les comptes en bas et en espérant réussir à vraiment mettre plus d'agressivité que sur la descente. Là encore, vous pourrez compter sur le soutien du prince Albert II qui est présent aux Jeux Olympiques, mais aussi le soutien de votre famille sur place. C'est l'avantage aussi d'avoir des Jeux en Italie ?
Oui, bah, forcément, sur les dernières éditions auxquelles j'avais participé en Russie, c'était compliqué pour ma famille de venir. En Chine, c'était pas possible avec le Covid et la bulle sanitaire. Donc oui, là, c'est vraiment très plaisant de pouvoir partager ce moment-là avec eux, même si je les vois pas beaucoup parce que entre les entraînements, les récupérations et tout ça, j'ai pas beaucoup de temps avec eux, mais le peu de temps que j'ai avec eux, j'en profite à fond. Vous savez que vous avez aussi du soutien ici à Monaco, hein, Arnaud? Oui, je sais, j'ai vu bah, justement que la Mao s'est réunie, a fait une fan zone pour regarder la descente et qui ils remettent ça pour le Super G. Mm. Oui, ça fait chaud au cœur de voir qu'on a des gens qui nous suivent derrière et qui poussent. Il y a évidemment la rédaction de Monaco Info est derrière vous. Elle sera derrière vous mercredi à partir de 11h30. Vous avez déjà votre dossard ou pas? Non, j'ai pas encore le dossard, on le saura la veille au comité de course à 17h. Et on restera bien attentif à cela. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous depuis Bormio. Merci de me recevoir. Sport toujours, avec du basket. Le match entre Chalon et Monaco en Betclic Elite a bien eu lieu, et ce, malgré les rumeurs de grève. Les Monégasques ont largement dominé leur adversaire 92-78 et restent premiers du championnat. Une prestation sérieuse face à une équipe qui s'était imposée à l'aller à Gaston Médecin. Place à présent à l'Euroleague avec la réception de Baskonia ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, le centre commercial de Fontvieille va subir des travaux de restructuration, et ce à partir de janvier 2028. Eh bien, une majorité de ces commerçants a baissé le rideau aujourd'hui pour exprimer son mécontentement sur son avenir lors d'une journée solidarité patron-salarié. Le gouvernement princier s'est dit surpris de certains des éléments exposés aujourd'hui par les commerçants du CCF, alors même que tous ceux qui ont souhaité cesser leur activité ont été reçus individuellement par les services de l'État. À cette occasion, des compensations financières leur ont été proposées pour accompagner leur cessation d'activité. À ce jour, tous n'ont pas souhaité donner une suite favorable, mais les échanges se poursuivent. Le ministre d'État lui-même a d'ailleurs proposé dès samedi 7 février de recevoir les représentants du groupement d'intérêt économique pour évoquer tout cela avec eux. Le GIE n'a pas souhaité donner suite à cette proposition à l'heure qu'il est. De son côté, le Conseil national a réaffirmé son soutien aux commerçants en rappelant que ce dossier est au cœur des priorités des élus depuis de nombreuses années. Nos confrères de Monaco Matin ont révélé aujourd'hui quelques tensions au sein de l'Union nationale monégasque. Dans une lettre adressée au président du Conseil national, Régis Bergonzi et Roland Mouflard ont fait savoir qu'ils quittaient le groupe de la majorité actuelle. Cette décision n'a pas été prise à la légère, précisent les deux hommes, avant d'ajouter qu'au fil des mois, ils ont constaté un écart croissant entre les discours tenus et la réalité des actions menées, ainsi qu'une tension de plus en plus forte mise sur les membres de l'équipe. Régis Bergonzi et Roland Mouflard ont annoncé la constitution d'un nouveau groupe politique au sein de l'hémicycle avec l'ancienne présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, son nom En avant Monaco. Retour à présent sur le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme, Bach et Beethoven et le concerto pour violoncelle de Joseph Haydn. Suite à l'annulation de la venue de la soliste Marie-Elisabeth Ecker pour des raisons personnelles, c'est Thierry Hamadi, premier violoncelle solo de l'OPMC, qui l'a remplacé au pied levé. Avec seulement 10 jours pour répéter, il a livré une prestation remarquable. Le reportage de José Sacré et Alexandra Paolini. Après sa tournée triomphale dans le sud de l'Espagne et dans les Canaries, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était de retour à l'Auditorium Régnier 3, dimanche 8 février, pour un concert dirigé par un grand spécialiste de la musique baroque, Tom Koopman, avec en soliste le premier violoncelle solo de la formation monégasque, le plus que talentueux Thierry Hamadi. Au programme, Bach, Beethoven et le concerto pour violoncelle numéro 1 de Joseph Haydn, à un sommet du répertoire pour violoncelle. Oui, c'est un des concertos les plus sympas à jouer parce que très bien écrit pour l'instrument,
Et puis il y a tout dedans, il y a tout. Il y a la noblesse du premier mouvement, il y a la beauté du deuxième mouvement qui est passionnant, qui se déchaîne, et puis évidemment ce final qui est plein de notes, plein de champagne, plein de bulles, et c'est très, très amusant à jouer. Votre violoncelle ce soir est un instrument exceptionnel conçu même avant la naissance du compositeur de l'œuvre que vous jouez, Joseph Haydn. Oui, il est plus vieux que Haydn lui-même, plus vieux que moi, plus vieux que toi, plus vieux que la dame qui est en train de filmer là, et même nous trois réunis. Oui, il est de 1717. Il a été fait à Brescia en Italie, et c'est une chance incroyable que j'ai de pouvoir jouer sur cet instrument qui me change la vie, vraiment, vraiment. Il a besoin de soins particuliers étant donné son âge. Il a besoin d'amour, il a besoin d'être joué, il a besoin, un peu comme les vieillards vous savez, quand on dit j'ai mal à la hanche, il va pleuvoir, j'ai du rhumatisme, il va faire sec. Il est pareil, c'est-à-dire qu'il est très capricieux, il n'aime pas les changements de température, d'hygrométrie, de tout ça. Mais bon, quand il est en forme, il est en très grande forme, et il me fait du bien. Le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 15 février sera un concert de musique de chambre avec en invité le clarinettiste Pierre Génisson. On reste dans le domaine de la culture avec les Sérénissimes de l'humour qui fêtent cette année leurs 20 ans. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont convié de grands noms du rire comme Danny Boone ou Noël Perna. Issa Doumbia sera également au rendez-vous à Monaco. L'humoriste, animateur et comédien inaugurera cette 20e édition et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Issa Doumbia. Bonsoir. Comment vous allez ? Bien, et vous ? Ça va. Merci. Jamais on vous demande comment vous allez. C'est très agréable en tout cas de penser à moi. Merci de nous accueillir chez vous. Vous serez chez nous oui. Le 10 mars prochain au Grimaldi Forum. Exactement. Vous y présenterez votre tout dernier spectacle, Monsieur Doumbia. C'est un show intime, il paraît, parce que vous racontez votre propre histoire sur scène. C'est ma propre histoire et c'est un show qui est particulier parce que j'ai voulu vraiment qu'on vive ma vie en même temps que moi. Donc j'ai installé sur ce spectacle-là des écrans géants où on est vraiment en immersion dans ma vie, que ce soit dans mon quartier où j'ai grandi quand j'étais petit, que ce soit avec les passants que je croise depuis que je fais ce métier. On voit toutes les situations de mon quotidien. Donc j'avais vraiment envie de partager mon vrai quotidien avec le public. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce spectacle avec cette direction artistique qui est assez folle parce que c'est un peu futuriste. Les gens, quand ils le voient, ils me disent waouh, on s'attendait pas à ça. Donc c'est des beaux décors, mais en images. On vous découvre donc au-delà de l'humoriste, au-delà de celui qui nous fait rire, hein. C'est ça, exactement. Justement, comment je suis devenu cet artiste qui fait rire, mais c'est aussi comme tout le monde, on passe des moments où c'est très dur dans la vie, on a des naissances, des décès. Je partage justement un peu tout ça avec les gens. Quand on me croise dans la rue, on ne sait pas si 5 minutes avant j'ai pas appris une mauvaise nouvelle et je dois être tout le temps souriant et parfois j'arrive pas. Donc je suis assez transparent et c'est la vie, c'est comme ça et on vit tous ces choses-là et je voulais vraiment me mettre à nu, à demi-nu, j'ai envie de dire, parce que je suis un peu pudique quand même. C'est pour ça que sur cette affiche je suis en serviette et c'est vraiment ma vie. La figure paternelle a une place centrale aussi dans votre spectacle, hein. Vous rendez hommage à votre papa et puis vous-même, vous êtes aujourd'hui papa. Exactement. C'est fou, mais j'ai
perdu mon papa et j'ai eu mon fils. Ils se sont jamais vus. C'est un truc qui me bouleverse encore aujourd'hui, mais j'avais besoin d'en parler. Et justement, j'ai un passage où j'ai un moment avec mon papa. Je lui livre ce que je pense de ce moment-là, de comment je vais réussir à éduquer mon enfant sans ses conseils, sans rien. Donc il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a aussi pas mal de vannes sur comment je suis devenu Issa, dans ma famille, ce qui se passait aussi. Je parle du harcèlement. On parle beaucoup d'harcèlement dans les collèges, dans le truc. Je dis, mais parfois, ça vient aussi de la famille. Moi, j'avais ma sœur qui me chantait des chansons sur mon poids. Je les partage sur scène, mais en même temps, ça a fait de moi quelqu'un de plus solide. Justement, quand j'ai des moqueries comme ça aussi, ça me fait rien aujourd'hui. Parce que j'ai grandi avec ce côté où ma sœur me charriait. C'est ça aussi le pouvoir de la scène, Issa, de pouvoir faire passer des messages? Exactement. Je trouve que c'est le seul lieu où on a un retour aussi avec le public qui est très direct. Quand on fait des films, des séries, tout ça, on est content d'avoir des messages sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais le vrai retour, c'est le live. Et pour moi, quand je suis face à un public et que on a des rires, des applaudissements, un partage d'émotions, c'est le seul endroit où j'ai trouvé cette satisfaction. Et je pense que c'est vraiment le lieu où, comme dirait Dalida, je voudrais mourir sur scène, moi. C'est là où vous vous sentez le mieux. On a attendu 6 ans quand même pour avoir un nouveau spectacle d'Issa Doumbia, mais c'est un spectacle mûrement réfléchi. 6 ans, mais c'est parce que à côté j'ai beaucoup bossé aussi. J'ai beaucoup fait de télé. Je suis devenu animateur dans le groupe M6, donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai appris, et je continue toujours aujourd'hui à faire des choses avec eux. Et ça m'a permis aussi d'écrire ce que j'avais envie de partager avec le public, parce que revenir avec un spectacle, redire les mêmes choses, à un moment les gens ils se disent on a déjà vu. Là j'avais besoin de partager toutes mes expériences que j'avais eues depuis le précédent spectacle. Ça sera votre première fois à Monaco, Issa? Ça sera ma première fois pour venir jouer, mais c'est pas ma première fois à Monaco. Je suis déjà venu au stade Louis II, j'imagine. Louis II. On le voit. On va pas vous demander un pronostic pour le match de Ligue des Champions alors. Hein. Je ne dirai rien, je n'ai pas envie de porter la poisse. Mais j'espère que ça va bien se passer pour une des deux équipes. Tout à fait. Est-ce que Monaco peut vous inspirer? Désolée, j'ai pas de blason. Tout le monde peut... Tout est sujet à être inspiré pour moi, parce que ça soit la manière de vivre des gens, que ça soit leur humour, même parfois des choses qui sont un peu tristes, mais tout échange est bon pour pouvoir un peu titiller les gens. Un dernier mot à nos téléspectateurs pour leur donner envie de venir vous voir sur scène pour les 20 ans des Sérénissimes de l'humour. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir, Issa? J'ai envie de leur dire de venir voir mon spectacle, parce que c'est le meilleur du monde. Non, je rigole, mais c'est vraiment, je me livre totalement et j'échange vraiment avec le public. Le public est très important dans mon spectacle, parce que je refuse de venir réciter un texte et partir. J'ai vraiment besoin d'un échange, donc ils participent aussi au spectacle. Ils peuvent se retrouver sur scène aussi à des moments. Je peux descendre dans le public. Donc c'est vraiment un spectacle interactif et venez tout simplement et on passera un bon moment. Un bon moment le 10 mars au Grimaldi Forum pour découvrir Monsieur Doumbia. Merci Issa pour votre générosité et d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, merci. À bientôt. Nous vous emmenons à présent dans un voyage inédit au cœur des rites et des symboles de différentes cultures. L'exposition Magie d'ailleurs au musée d'anthropologie préhistorique lève le voile sur ces rituels qui se transmettent de génération en génération dans certains peuples. Visite guidée avec Fabien Bonilla et Camille Caloni.
Magie d'ailleurs, comme son nom l'indique, cette exposition présente la grande diversité des rituels magiques sur différents continents, grâce à une centaine d'objets rares venant d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou encore d'Océanie. Cette exposition au musée d'anthropologie préhistorique permet de faire découvrir des rites et des croyances à partir de pièces véritables. Il y a des pièces qui sont anciennes, notamment celle qui se situe juste sur ma droite, qui date probablement du XVIIIe siècle. Beaucoup d'objets qui sont authentiques, qui ont servi lors de manifestations, de cérémonies, de rituels. Et on voit d'ailleurs à leur surface que la surface n'est pas propre. Il y a une croûte de matière sacrificielle, une patine également, qui fait d'ailleurs l'objet d'études scientifiques. Le but vraiment de cette exposition, c'est de montrer la grande diversité de tous ces rituels et aussi le fait qu'il est très difficile de trouver un pays dans le monde ou une civilisation où on n'a pas de rituels magique ou religieux. On a besoin de cette interface-là pour faire une sorte de communication entre les humains et les divinités, en tout cas ce monde surnaturel qui a priori nous échappe. Cette exposition porte un regard sur la grande diversité des rituels magiques, sur le monde visible et invisible, sur le monde des vivants et des défunts. Les visiteurs pourront découvrir le rôle que jouaient les chamans, guérisseurs ou encore prêtresses. Le visiteur va repartir avec le savoir d'abord que le monde est peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que ses yeux ne peuvent voir et que ses sens ne peuvent percevoir. Ça, c'est vraiment un des premiers messages de ces religions traditionnelles, la complexité du monde. Il va repartir aussi avec l'idée que ces objets ne sont pas simplement des objets décoratifs, mais ce sont des objets qui ont eu une âme, qui ont été habités. On parle d'objets sacrés, on parle de charges magiques également, et que ces objets ont une véritable utilité, bien plus que simplement esthétique. Ils ne sont pas que beaux, ils sont utiles. Parmi la centaine d'objets rares, on peut découvrir par exemple des masques de sociétés secrètes, parfois extrêmement dangereuses. Ou encore ces objets vaudous que l'on appelle des ferme-ta-gueule. Ça n'est pas une insulte de ma part, mais le nom de cet objet constitué d'un bec de canard cadenassé pour empêcher un individu de parler. Autre exemple d'objet mystérieux, cette statuette. Un esprit y serait enfermé et elle se mettrait parfois à trembler. Pour le vérifier, vous n'avez qu'à vous rendre au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Cette exposition est visible toute l'année de 9h à 18h jusqu'au mois de décembre prochain. Si vous êtes parent, ces ouvrages vous ont peut-être accompagné dans votre parcours de grossesse ou votre parentalité. J'attends un enfant et j'élève mon enfant sont deux guides références de Laurence Pernoud. Sa petite fille, Clémence, a pris le relais en actualisant ses ouvrages. Elle était l'invitée du réseau entre parents dernièrement pour un moment d'échange à la médiathèque Caroline. Elle est notre invitée ce soir aussi et est interrogée par Sarah Inkari. Bonsoir. Merci d'intervenir sur notre antenne pour parler de parentalité et de couple. Vous qui baignez depuis l'enfance dans ces questions périnatales et éducatives et qui aussi êtes devenue maman récemment, vous confirmez que la parentalité transforme le couple comme on l'entend souvent ? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'on est deux et puis tout à coup on est trois, voire plus. Donc forcément les cartes sont obligées d'être rebattues. Quelles sont les clés concrètes pour bien vivre ce bouleversement selon vous ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de se préparer autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut faire un projet de naissance. Moi, j'ajouterais qu'il faut faire un projet de parentalité, un projet de postpartum également. En fait, si on se projette et qu'on imagine les choses, ce qu'on veut mettre en place, alors on est plus préparé. Et ça passe à la fois par des choses assez larges, assez, je dirais, presque philosophiques de quel type de parent on veut être, et puis des choses très pratico-pratiques de comment on va se répartir les tâches, où est-ce qu'on va aller pouvoir trouver de l'aide, quels amis on va solliciter au moment où on en aura le plus besoin. Donc, quoi qu'il en soit, préparer et puis rester très flexible parce que quand on devient parent, il y a aussi une chose, c'est que chaque jour a son lot de surprises et donc essayer dans la mesure du possible d'arriver à lâcher prise et de se dire j'improviserai s'il faut. Ce sont des conseils que vous partagez dans vos ouvrages. Petite fille de Laurence Pernoud, vous avez modernisé ce qu'on peut appeler les bibles de la maternité avec les éditions 2026 de J'attends un enfant et J'élève mon enfant. Quel sujet intègre ces nouvelles versions ? Typiquement, puisqu'on parle du couple, c'est vrai qu'à l'époque de ma grand-mère, quand elle a commencé, la maternité, c'était vraiment une histoire de femmes et les pères n'étaient pas du tout impliqués dans tout ça. Heureusement, les choses changent, il y a encore du boulot, mais donc si on veut que les pères puissent s'impliquer, il faut s'adresser à eux. Donc ça, c'était une des premières choses que j'ai commencé. Et alors cette année 2026, là, les ouvrages qui viennent de sortir, j'ai traité des sujets. Dans J'attends un enfant, j'ai traité la question de la douleur à l'accouchement.
moment où le partenaire est très important pour soutenir la femme. Donc là, on est déjà dans une histoire de couple. Et puis dans J'élève, j'ai beaucoup travaillé la question du sommeil. Et là aussi, c'est vraiment la pierre angulaire de l'équilibre de la famille. Et donc, d'ailleurs, les Anglais ont une formule magnifique. Don't split until you sleep. Et voilà, tout est dit en fait. Le sommeil, vraiment, c'est quand on arrive à avoir un bon sommeil, le couple est quand même un peu préservé. Et vous l'avez dit, beaucoup de choses ont changé. Ce sont des livres que votre grand-mère avait écrits il y a 70 ans. Et quel a été, selon vous, le changement le plus notable? Peut-être aussi le fait qu'on soit plus renseigné? Oui, c'est-à-dire qu'elle, quand elle a commencé, il n'y avait pas du tout d'information. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on croule sous l'information. Donc, à l'époque, le livre était un peu un phare dans la pénombre. Aujourd'hui, je l'imagine comme un refuge, c'est-à-dire qu'au milieu de toute cette masse d'informations qui peut parfois dérouter, parce qu'en fait, il y a un peu à boire et à manger, un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des choses très bien, et puis il y a aussi des courants qui s'opposent. Et donc, moi, j'essaye au contraire, grâce au livre, d'être un refuge et de rassurer et vraiment de pouvoir accompagner au milieu de ce flot, de rester. J'ai la chance d'avoir hérité de ces livres qui existent depuis si longtemps et qui font référence. Et donc, j'espère poursuivre cette tâche en étant un soutien pour les parents. Vous êtes toujours entouré d'experts pour rédiger ces ouvrages? Bien sûr, je n'invente rien et je ne donne pas mon avis. Là n'est pas du tout la question. Donc, je m'entoure d'experts, comme le faisait ma grand-mère. Donc, je travaille avec des médecins, des sages-femmes, des experts de la parentalité, notamment des gens qui sont très présents à Monaco. Je pense à Agnès Guénin qui travaille beaucoup avec le CHPG et avec d'autres instances de Monaco. Et on travaille notamment sur le sommeil avec elle. Donc, encore une fois, ce sujet si important. Et ces experts viennent aussi contrebalancer ce qu'on lit, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont source de comparaison et d'angoisse. C'est pas facile de s'en détacher. Oui, alors il y a deux choses. Il y a la comparaison, c'est-à-dire que les gens qui montrent leur vie, ou en tout cas ce qu'ils auraient envie que leur vie soit, parce qu'évidemment dans ce qu'ils montrent, il faudrait un peu faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est romancé. Et puis il y a aussi les gens qui s'improvisent spécialistes et qui donnent des conseils qui sont parfois justes. Il y a des choses très intéressantes, mais parfois fausses, voire dangereuses. Et c'est vrai que la société médicale se dresse de plus en plus face à ça, parce que eux, ils font le constat par ailleurs qu'il y a des choses très graves qui circulent, des informations, et donc voilà, il faut faire la part des choses. Encore une fois, c'est pour ça que je tiens absolument à garder le contact avec les experts, avec les professionnels, pour être ce refuge et montrer que voilà, là, l'information, elle est vérifiée. Merci beaucoup Clémence Pernoud pour vos précieux conseils. Merci à vous. Nous l'avions reçu en avril dernier, où il exposait ses nouveaux projets, dont un concert à l'Olympia. Grégory Bakian est de retour avec un nouvel EP baptisé Passion. Il comporte 7 titres, dont 2 totalement inédits. Sarah Inkari, Thomas Deus et Bastien Pigeon l'ont rencontré. C'est dans un lieu riche de sens que Bakian nous a donné rendez-vous. Dans la boutique Formule 1 rue Grimaldi, cet ancien photographe et ex-champion de karting se souvient. Jenson Button à la sortie des stands, Physique est là, Button encore. Donc c'est vrai que j'avais 15 ans quand j'ai fait ces photos-là, et je les ai montrées à Annie, donc Annie Brice, la patronne de la boutique en fait. Et elle m'avait dit mais c'est qui a fait ces photos-là? Parce que j'avais 15 ans quoi, donc c'était un peu improbable, et je lui dis c'est moi. Elle m'a dit mais moi ça m'intéresse pour ma boutique. Et donc du coup elle me les avait achetées, et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie. C'est mes premiers... je sais pas comment on peut appeler ça, mais mes premiers cachets en tant que photographe. Je commençais à chanter aussi à ce moment-là, mais c'était assez symbolique d'exposer dans cette boutique en plus, dans laquelle j'ai passé toute mon enfance, de pouvoir avoir encore 20 ans après certaines de mes photos ici, c'est assez fou. Depuis, l'artiste vit de son autre grande passion, la chanson. Son nouvel EP, intitulé justement Passion, a été dévoilé au public. Moi j'ai un attachement particulier à un titre qui s'appelle Le Même, qui est très personnel, qui parle un petit peu des hauts et des bas de la vie d'un artiste, puisqu'on est toujours en proie au doute, on se remet toujours en question pour trouver de l'inspiration aussi. Donc Le Même, c'est une très jolie chanson qui est mon nouveau single d'ailleurs, qui commence à rentrer en radio.
Un titre que le chanteur interprétera sur la mythique scène de l'Olympia à Paris en octobre prochain. Avant cela, en juin à Marseille, Bakian entamera sa tournée hommage à Aznavour, son maître chanteur comme il l'appelle, celui avec qui il a collaboré à plusieurs reprises. Intéressons-nous à présent à cette discipline qui suscite un grand intérêt depuis quelques années grâce notamment à une forte exposition sur les réseaux sociaux. Le Pilate continue d'attirer de nombreux adeptes, sur tapis ou sur machine. Il s'agit d'une méthode d'entraînement physique qui possède de nombreux bienfaits. Céleste Neukelman et Thomas Deus sont partis sur le terrain pour en savoir plus sur ce sport devenu viral. And flex. Drop your heel and point it. Meilleure posture, silhouette allongée, réduction du stress et du mal de dos, voici les bienfaits annoncés du Pilate. Créée il y a plus d'un siècle mais très popularisée ces dernières années, cette discipline séduit de plus en plus. I would say it's the best alternative for a workout because it touches all parts of your body, all the core muscles, so the deep muscles of our body. So, and all the exercises are being performed in a correct way so that a person feels complete after workout. Cours collectif, particulier ou en duo, le Pilate est ouvert à tous et s'adapte à chaque niveau. Une discipline très large qui offre diverses méthodes d'apprentissage et qui se pratique également dans le milieu de la santé. On a vraiment de tout, il y a surtout justement des filles, je dirais entre 20 et 40, 20 et 30, surtout des jeunes. Mais là, de plus en plus, on a aussi des hommes qui viennent tester, des athlètes qui font ça en complément de leur pratique sportive, des personnes âgées, plus même pour le dos, pour le maintien, on va dire, d'une bonne santé. Donc on va dire vraiment, je pense que ça peut cibler un public à 360 degrés. À Monaco, une douzaine de studios de Pilates ont ouvert, reflet d'une demande en forte hausse. C'est le cas de ce studio, ouvert depuis le 26 janvier. Il comptabilise déjà plus de 223 membres. Si cette activité est en plein essor sur les réseaux sociaux, c'est grâce aux nombreux créateurs de contenu qui filment quotidiennement leurs séances et incitent les plus curieux à s'inscrire. Grâce à Instagram, une copine qui m'a envoyé la page. J'avais envie de faire du sport, mais quelque chose qui me faisait pas mal et aussi quelque chose qui me faisait du bien à la tête. Donc le fait qu'on respire et qu'on travaille en profondeur, je trouvais que c'était un sport qui était assez complet et qui me correspondait bien. En tant que jeune maman, c'est aussi bien de travailler en profondeur. Comptez environ 50 € pour un cours collectif d'1 heure ou 90 € la session individuelle. Bien qu'esthétique sur les réseaux sociaux, le Pilate ne se juge pas à l'œil, mais à l'effort musculaire. Et c'est sur ces quelques mouvements que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre, suivies des experts basket avec Frédéric Elion et Ali Traoré. Ils reviendront notamment sur l'avenir de la Roca Team sur et en dehors du terrain. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana, qui a assisté au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec notamment Thierry Hamadi. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Le ciel se couvre demain en principauté. Les courtes éclaircies du matin vont se fondre dans les nuages de plus en plus nombreux l'après-midi. Quelques gouttes ne sont pas exclues. Prévoyez le parapluie et puis du vent avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. Les températures plus fraîches seront comprises entre 8 et 12 degrés. Et le 10 février, c'est la Saint-Arnaud.